Bonjour. Donc, je poursuis cette recherche, ce travail sur le véritable moi dont nous parle Harada Roshi dans son livre L'essence du zen que nous étudions en ce moment. Et aujourd'hui, je voudrais revenir aux sources en quelque sorte, c'est-à-dire revenir au Chan, le point de départ. Donc, on va partir déjà en Chine au VIe siècle. Dans la capitale, il n'est question que d'un barbare et un moine bouddhiste indien au poil dur. C'est vrai que Bodhidharma, arrivant en Chine, provoque un certain émoi. Et curieux, l'empereur, fervent bouddhiste, le reçoit. Et à sa grande surprise, se déroule le dialogue suivant. Dialogue bien connu, bien sûr. J'ai fait construire un grand nombre de temples. Quels sont mes mérites demande l'empereur. Pas de mérite. Ce sont pourtant là des actes sacrés. Rien de sacré. Enfin, s'exclame l'empereur, qui est donc devant moi? Je ne sais pas, grommelle le moine. Et c'est par ce coup d'État que commence l'école du Chan. Donc le mot Chan, vous le savez, on pourra en reparler, qui vient du mot dhyana, c'est-à-dire méditation. Car Bodhidharma part après cette entrevue pour passer, dit-on, 9 années en méditation dans la grotte de Shaolin. Alors, dans cette Chine confucéenne, où tout est minutieusement codifié, où les ermites, adeptes du Tao, c'est-à-dire de la voie, mi-alchimistes et mi-magiciens, recherchaient principalement la prolongation de la vie, le Chan va joyeusement bousculer les traditions et poser la question essentielle, qui suis-je? Qu'on peut entendre comme quel est mon véritable moi? Il va mettre l'accent sur l'absolu et sur la possibilité et même la nécessité pour chacun de réaliser. Réaliser a toujours ce double sens de comprendre au sens « j'ai réalisé que » et puis réaliser, faire apparaître sa nature véritable. Véritable en ce qu'elle dépasse la forme et le temporel pour nous ramener à notre esprit merveilleux, notre véritable moi. Donc, qu'est-ce donc cet esprit merveilleux? On peut effleurer, parce que je ne peux pas faire plus tellement ici, effleurer déjà une réponse en oubliant notre conception occidentale. Voici le mot Chine que l'on va traduire par cœur-esprit, en fait. Donc, c'est le cœur parce que c'est aussi les émotions, dans la même façon que dans notre pensée européenne, occidentale, mais c'est aussi le lieu, le cœur, c'est aussi le lieu de la réflexion, en fait. Donc, c'est plus proche de l'esprit, ce sont les deux sens, en fait, qui sont mis dans le même terme, Chine. Et j'aime bien utiliser ce qui n'existe pas, bien sûr, en français, mais cœur-esprit. Parce que dire cœur tout seul, ça serait n'impliquer que les émotions. Dire esprit tout seul, ce serait revenir à cette façon occidentale de penser par la tête, alors qu'en fait, Chine, ça rassemble le tout. Et voici comment ça s'écrit. On a déjà une première partie ici, qui est le cœur organe. Et puis, on a les arrivées des vaisseaux ici. Et ce qui est le plus important dans ce terme, c'est que ici, le centre est vide. Alors, ça, c'est vraiment ce qui va être le cœur qui ne produit rien, en fait, qui ne contient rien. C'est cet organe vide, dont le vide lui-même garantit le passage du sang, de l'énergie, diront les Chinois. Alors, sans ce vide, pas de vie. 5 siècles après, arrive le moine du Chan, Wanshi, et qui va écrire ce poème dont j'ai déjà parlé. Quand toute parole est oubliée dans le silence, vous apparaissez devant vous-même avec netteté. Quand toute parole est oubliée dans le silence, bien sûr notre pratique de zazen, de la méditation, alors votre esprit véritable, votre véritable moi va apparaître. Et Wanshi continue le poème, et je saute des parties. Cet esprit merveilleux brille, pur et rare, comme un quartier de lune, comme une rivière d'étoiles, comme les pins recouverts de neige et les nuages qui enveloppent les cimes. Voici cette image de cet esprit pur et calme, tranquille. Je ne vais pas faire le détail de ce poème, j'aimerais le faire un jour, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il brille et en même temps, c'est une lumière très paisible. Nous, quand on pense briller, on a l'idée du soleil, c'est-à-dire quelque chose qui brille de façon très intense. Alors, on l'a vu tous ces derniers temps. Et là, c'est un quartier de lune,
une rivière d'étoiles, les pins recouverts de neige et les nuages qui enveloppent les cimes. Quelque chose de très tranquille et en même temps quelque chose qui se transforme. La lune se transforme, les pins recouverts de neige se transforment, les nuages, etc. Et Wanshi termine, dans cette lumière, tous les efforts s'oublient. Alors, seul ce silence est l'enseignement ultime, seule cette lumière est la réponse universelle, la réponse sans effort, l'enseignement sans mots. Alors oui, en effet, le ton est beaucoup plus policé que la réponse de Bodhidharma Dharma à l'empereur et la forme est beaucoup plus élaborée. On est passé par la dynastie Tang et avec cette floraison du Chan, de poèmes, d'images, etc. Mais il s'agit toujours de revenir à l'expression de notre nature véritable. Cet éveil qui nous réveille littéralement comme au sortir d'un rêve, dans ce moment où, dit Wanshi, dans ce moment où tout vient à la vie. La vie est là lorsque notre esprit véritable brille, pur et calme. Donc c'est une spontanéité, c'est un moment où tout vient à la vie, c'est ce moment d'éveil, c'est une spontanéité de ce cœur-esprit et qui est en même temps immergé dans le temps présent. Alors, puisque cette nature lumineuse est déjà présente en nous, ou on pourrait dire mieux encore, puisqu'elle est nous, un seul instant suffit pour la faire apparaître, universelle et vide. Vide, car elle n'est née qu'à aucune forme. Lumière, étoile, pain couvert de neige, nuages, etc. Et la personne elle-même étant cet esprit merveilleux. Donc, elle est universelle, cet esprit, pardon, est universel et vide. Il est vide car il n'est lié à aucune forme. Peut-être donc, de n'être lié à aucune forme, il peut accueillir toutes les formes, être humain, pain, nuages et étoiles. Et demande Wanshi, quel est le lieu de cette splendeur? Eh bien, seul répondra le vrai silence, une intuition, un éclair d'intuition au-delà des mots et du silence. D'un autre côté, il y a une sorte d'esprit pratique dans le Chan qui va lui éviter de tomber dans la stérilité. Un jour sans travail est un jour sans manger. On sait que telle fut la règle des monastères. Et les moines du Chan labourent et récoltent, maîtres et disciples travaillant au coude à coude. Bon, je pense qu'il y a un peu une image un peu mythique dedans, mais voilà, on ne sait pas exactement quand même, mais ça a dû se produire en tout cas. Donc, ils s'interrompent parfois pour poser une question saugrenue ou donner ou recevoir un coup de bâton. Car, nous a dit Wanshi, partout est exactement l'endroit juste, que ce soit le repiquage du riz, le nettoyage du temple ou le moment de la méditation, partout est exactement juste. Tous les instants font l'affaire pour s'éveiller, pour faire apparaître cet esprit unique, cet esprit irremplaçable, ce véritable moi. Donc, c'est un équilibre juste entre activité et intériorité, entre illumination silencieuse ou bien portée par un grand rire, et c'est la liberté absolue du Chan et sa vue pénétrante qui résonne encore aujourd'hui à travers notre pratique. Lorsque nous arrêtons les bruits du monde, lorsque ce corps-esprit, corps, cœur, esprit entre en harmonie, nous pouvons nous aussi apparaître devant nous-mêmes avec netteté et nous verrons là, je pense, notre véritable moi et notre véritable beauté.